Nous allons aujourd'hui parler de, side project. Je vais vous partager ma recette du side project heureux. Moi, c'est Thomas, je suis, développeur web depuis, un peu plus de 10 ans maintenant, principalement en PHP, et en JavaScript, que ce soit, dans le browser ou côté serveur en Node et j'aime beaucoup, expérimenter avec les technos du web, développer, des petits utilitaires, des jeux vidéo multijoueurs, dans le browser, certains que vous connaissez peut-être. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais en parler un petit peu. Hem et donc j'avais envie de m'intéresser, au sujet des side projects, pour ce LFT. Donc je vais faire un petit récap de ce qui m'intéresse dans les side projects, on va dire ce qui est communément admis, hein. Les side projects, ça permet d'apprendre, de se former, ça peut constituer une première expérience, en développement. Ça permet, d'innover. On va, développer, un petit outil, pour soi ou un jeu et cetera. Moi, par exemple, pour le multijoueur, dans mes jeux, j'ai dû aller m'intéresser à du WebSocket, voilà, des technologies en temps réel, dans le navigateur. Ça permet aussi, pourquoi pas, de tester des nouveaux langages, des nouveaux frameworks, des façons de faire et ça permet de faire tout ça, dans un contexte, souvent plus libre que le contexte, professionnel, parce que voilà, on n'a pas des contraintes, forcément de productivité. On peut faire des choses qui servent à rien, c'est pas grave, c'est OK et si on a de la chance, on peut avoir un petit peu de visibilité et si on a de la chance que ça ce qu'on fait des fois, ça plaît aux gens et ça permet, moi j'ai déjà eu des entretiens d'embauche où, pour rigoler, dans le descriptif du poste, il fallait être bon à Cure-Vitron et du coup, c'est un des jeux que j'ai fait et donc c'est toujours marrant de postuler un job, en étant le créateur du jeu. Voilà, ça permet de se présenter. Mais il existe une malédiction, autour des side projects chez les développeuses et les développeurs et cette malédiction, je l'ai vu planer dans les couloirs de Bedrock. J'ai, j'ai entendu des signes qui ne trompent pas. Les signes qui ne trompent pas de cette malédiction, c'est, des collègues que j'entends dire: «Oh là là, je comprends pas, j'arrive jamais à finir, mes projets, là j'en ai commencé un nouveau, mais j'en ai 5 autres qui prennent la poussière que j'ai jamais sortis», et donc voilà, ils sont malheureusement victimes de la malédiction. Alors, moi j'ai réussi à en sortir quelques-uns par miracle, donc je me suis dit que j'allais partager avec vous, les ingrédients, d'un projet réussi, d'un projet qui sort, d'un projet qui ne finit pas au placard. Alors, comme toutes les recettes, elle est pas forcément universelle. Moi, je la fais comme ça, suivant les régions, il y a plus ou moins d'oignons et cetera, hein. Mais, j'espère que, il y a quelques petits tips qui vous intéresseront. Alors, c'est parti. Ingrédient numéro un, la motivation. Alors ce talk ne va pas être un talk d'influenceur, motivational. Heu, la motivation, c'est quelque chose que je vois revenir souvent quand on me dit: «Ouais, bah, j'ai pas la motive de le continuer» et cetera. Pour moi, la motivation, il faut revenir un peu à l'étymologie du mot, c'est moteur. En fait, pour moi, la motivation, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ce side project. C'est ça qui est, très important. On va le voir à travers un petit exemple. Il était une fois, le petit Thomas, qui est, développeur junior, à Elao, qui est une agence web, lyonnaise et puis, un beau jour, dans l'open space, il y a un des collègues qui débarque avec un lien qu'il a trouvé sur Twitter, qui s'appelle Cure Fever. C'est un jeu en flash, qui se joue dans le navigateur et où, tu pilotes, des espèces de serpentins là qui doivent se rentrer dedans, où tu dois, survivre le plus longtemps possible et tuer les autres. Du coup, on commence à le tester, ça nous fait bien marrer. Donc il y en a un, vous savez comment ça se passe, hein, il y en a un qui teste ça, l'autre il vient se mettre derrière: «Ah c'est quoi? Vas-y je joue, je me rajoute» et puis là on veut se mettre à jouer à toute l'open space et malheureusement c'est limité à 6 joueurs. Donc on peut pas tous jouer en même temps. Alors du coup je regarde un peu le truc, je dis: «Ah en même temps, c'est dommage,
ça a pas l'air trop compliqué, ça on pourrait le faire comme ci, ça on pourrait le faire comme ça et j'ai mon voisin de bureau, à l'époque, Joanne Dufour, que je salue, qui me dit: «Bah vas-y, fais-le, si tu es si malin» et quelques semaines plus tard, on sort, Curvitron, qui est un petit jeu, dans le navigateur, où tu dois, piloter des serpents, voilà, pour aller essayer de tuer les autres et où cette fois-ci, du coup, on a vu large, on s'est dit: «Voilà, nous, on veut supporter 255, joueurs maximum» et du coup, sorti ce on a sorti ce petit jeu, qui a rencontré un petit succès modeste. Autre histoire, mais vous allez voir où je veux en venir. Je suis également fan de blind test, ceux qui me connaissent le savent un petit peu et pareil avec mes potes, de temps en temps, on se fait des soirées, heu, où on joue à des blind tests en ligne, voilà, comme ça on est calés chez nous et cetera et on avait googlé à l'époque, blind test en ligne et tu tombes sur Massive Music Quiz qui est un des plus gros sites de blind test en ligne, à l'époque. Voilà, qui a pas une tête, bon, il a pas l'air de grand chose, hein, mais ça marchait bien, il y a beaucoup de monde dessus. On te diffuse des extraits musicaux et il faut, taper le plus vite possible, la réponse, avant les autres et tu marques des points. Et puis, un jour, ils se font racheter par une boîte, il y a une refonte et ils décident, de faire la refonte, style, audacieux, c'est-à-dire qu'ils coupent le site pendant 4 mois, le temps de refaire le jeu. Donc, nous, on peut plus jouer, à notre blind test en ligne, on est bien embêtés. Là, vous me voyez venir, quelques semaines plus tard, apparaît, What the Tune. Un site, de blind test en ligne, où on te diffuse des extraits de 30 secondes et il faut, trouver, le plus rapidement possible avant les autres, le nom, et l'artiste. Pourquoi je vous raconte, tout ça? Parce qu'on parlait de motivation à la base. Vous allez me dire, il y a un motif qui se répète là, un peu dans ma façon de faire. Le plagiat, ah oui, mmh. Alors oui, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est que quand je fais un side project, c'est pour résoudre mon problème. Alors il faut prendre le problème au sens large, hein, c'est pas un très grave problème de pas pouvoir jouer, à un jeu, mais voilà, moi c'est mon problème utilisateur et donc ma motivation, ce qui me pousse à développer, mon side project, c'est que, si je le fais, je vais pouvoir jouer avec mes potes. Ça va régler mon problème. Un problème, ça peut être aussi au sens large, quelque chose qui est pénible, que je fais, tout le temps dans ma semaine, un truc redondant et que j'ai envie de fluidifier et de créer un petit outil, qui va le faire pour moi ou qui va m'aider à le faire, sans que ce soit pénible. Il y a beaucoup de bons, side projects qui ont commencé comme ça. Je vous recommande la conf de Nicolas Wurtz, qui s'appelle Graou, qui est passé au forum PHP. Graou, c'est un petit outil qu'il a développé à la base. Il est, conducteur de train à la SNCF et du coup, il a des, plannings, de la semaine qui ressemblent à, je dois traverser la France, je passe une nuit à Strasbourg, après je rentre, je suis là mercredi soir, mais après je repars et cetera et donc il devait se coordonner avec sa femme et globalement, ce qu'il nous explique dans son talk, c'était que c'était pénible à faire ça, sur le calendrier, avec le feutre dans la cuisine et donc il a créé un petit outil pour le faire et son outil, il est tellement efficace qu'il l'a passé à des collègues et maintenant il y a plusieurs milliers, de conducteurs de train qui l'utilisent à la SNCF. Donc voilà, faire un side project qui, résout votre problème, ça va vous donner tout simplement une bonne raison, de le mener à bien. Je jette pas à la poubelle pour autant, ce qu'on a dit tout à l'heure qui est que, faire des side projects, ça permet d'expérimenter, de s'amuser et cetera. C'est pas obligé qu'il y ait un but, mais si vous souffrez de cette malédiction et vous êtes frustré de ne pas aller au bout, posez-vous la question: «Est-ce que je suis en train de régler un problème, avec mon side project ou est-ce que je fais juste ça, entre guillemets, pour la science?» Moi, c'est quelque chose qui m'aide, beaucoup de faire un side project, parce que si je le termine, ça améliore mon quotidien. Mais vous allez me dire, pour qu'il améliore mon quotidien, pour que je puisse jouer avec mes potes et cetera, il faut le sortir, il suffit pas d'y penser. Donc on va aller voir le deuxième ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est la prod. Il faut qu'il soit en prod, cet endroit magique où tout se passe.
Alors qu'est-ce que la prod? Suivant les cas, on va me répondre, ben, c'est, probablement un serveur ou le cloud. Il y aura peut-être un nom de domaine impliqué. Ce sera peut-être, une extension de navigateur publiée, la prod, suivant votre outil ou un CLI qu'on peut installer et après utiliser dans la commande. Pour moi, la prod, au sens général, c'est surtout, un projet qu'on peut utiliser. Heu, je reviens à mes premiers amours de bidouilleur du web. Ce qui me plaît le plus dans le web, c'est, ça résume en cette phrase, c'est que, tu cliques et il se passe un truc. C'est vraiment ça. Donc un projet en prod, pour moi, c'est un projet que tu peux utiliser. La preuve, c'est que, j'ai déjà entendu dans des open space, «Ah mais c'est bon, on peut casser ou on peut déployer un BC Break. De toute façon, on n'a pas d'utilisateur. Personne ne nous y appelle. Donc est-ce qu'on est vraiment en prod si on n'a pas d'utilisateur?» Alors comment on va faire pour être en prod? Parce que je veux dire: «Bon, bah, voilà, vous avez qu'à mettre en prod». Vous me dites: «Bah, oui, mais moi, mon projet, il est pas fini». Hem, si un projet fini, c'est un projet, où le code, c'est bon, c'est tout fini, tout est fait, il y a plus rien à faire, on ne modifie plus le code, ça s'appelle un projet déprécié, hein. Donc la bonne question à se poser, c'est plutôt: «Quand est-ce qu'il commence à régler mon problème, mon side project?» Quand est-ce qu'il commence à m'être utile? Parce qu'on l'a vu, c'est ça qui tire ma motivation. Alors je vais parler un petit peu en termes startup. Moi, ce que je veux, c'est réduire le time to market, OK? Heu, dans mon contexte, réduire le time to market, ça veut bêtement dire, voilà, je veux pas passer 6 mois à avancer, de temps en temps quand j'ai le temps, sur mon side project. Si j'en ai besoin, je veux qu'il arrive vite. Je veux réduire le time to market et pour ça, ce que je fais personnellement, c'est que j'essaie de viser une version minimale. Que ce soit à l'échelle du projet ou à l'échelle de la fonctionnalité. Tout bêtement, ça veut dire, vous êtes en train de coder je suis en train de coder mon side project, j'avance sur un truc, je me dis: «Ah ouais, ce serait trop bien une feature qui permettrait de faire ça» et cetera. Oui, ce serait probablement trop bien. Est-ce que sans ça, ça commence à améliorer mon quotidien? Si oui, dans ce cas-là, cette feature, je vais la laisser dans une to do list et je vais me concentrer sur, qu'est-ce qui manque pour que, je puisse commencer à utiliser mon projet? Je vais viser une version minimale. Un petit exemple de ça, je suis également, cinéphile, voilà, donc je fais souvent des ciné-clubs, avec les potes où, on va au ciné, puis après on sort. Généralement, on va manger et s'ensuit un débat endiablé pour savoir si c'était vraiment de la merde ou si c'était vraiment un chef-d'œuvre, et que le génie est incompris et ce qui se passe, au printemps, 2020, Covid, les salles de ciné, c'est terminé. Donc qu'à cela ne tienne, avec les copains, on se met, sur Discord le soir, chacun chez soi et on lance un film, en synchro, et puis voilà, comme ça on peut intervenir brièvement parce que j'aime quand même pas trop qu'on parle pendant le film, mais donc on reste en audio et puis alors, ben, c'est tout un bordel parce qu'il faut, globalement, compter jusqu'à 3 et appuyer sur play, pour qu'on soit synchronisé parce que sinon il y en a qui rient avant les gags et tout, c'est pénible. Hem Et voilà, et puis alors je vous parle pas de quand quelqu'un a besoin d'aller aux chiottes, parce que du coup, ce cinéma, il peut mettre en pause. Il faut que tout le monde mette en pause, on sort du plaid et cetera, c'est pénible. Il faut après qu'on se recale sur la timeline et qu'on relance tous ensemble et donc ben, moi, ça, c'est ce que j'appelle un problème utilisateur et donc hem, j'essaie de faire rapidement une version minimale, d'un synchro player, qui est un petit projet, open source que j'ai fait, pendant le confinement. Qui fait exactement ça. C'est-à-dire, ça synchronise, plusieurs lecteurs vidéo dans le navigateur, heu et voilà, je me concentre sur l'essentiel, je lis un fichier, qu'on drag and drop. Tout le monde est synchronisé via un petit serveur Node parce que maintenant j'ai un petit peu l'habitude de faire des jeux multijoueurs, donc je réutilise ce genre de techno, et je le sors et je l'utilise très rapidement parce que, c'est maintenant que j'en ai besoin et pas à la fin de l'année quand on pourra de nouveau, ressortir.
Et quand je commence à faire ça, à viser la version minimale et essayer de la sortir, rapidement, et ben, je vais, commencer à utiliser mon projet. Donc ça, c'est excellent pour la motivation parce que du coup, si j'ai envie de rajouter une petite feature, je sais que, ça va encore plus me servir et cetera. Et puis, deuxième chose, ça va créer un cercle vertueux d'utilisation. En gros, autre petit, cas pratique, j'avais un autre problème, c'est que, je me suis mis à mettre, il y a quelques années, des plantes partout dans mon appart et comme tout bon débutant, j'avais tendance à trop les arroser. Alors je me suis dit: «Ah, je vais me faire une petite application qui me permet de noter, quand je les arrose et qui me préviendra, quand a priori il faut, bientôt les arroser». Donc ça s'appelle, Garden, pareil, j'ai fait un sous-domaine. Et bien, j'ai pas, ça c'est la version actuelle, mais j'ai commencé, modestement, il y avait pas de photo. Je me suis dit: «Bon, est-ce que j'ai besoin de ce serait bien d'avoir une photo, mais est-ce que j'en ai besoin pour commencer à savoir si je dois arroser ma plante ou pas? Non. Et ben, tant pis, je mets pas de photo». Après j'ai fait une petite évol où j'ai juste mis un champ texte en base de données dans lequel je mettais une URL d'une image qui est pas à moi, d'une image, je tapais le nom de ma plante et du coup ça commençait à afficher des photos, mais c'était toujours pas, de la prise de vue, de l'upload de fichiers et tout. Je reste minimaliste et j'avance comme ça et ça va me permettre, de commencer à utiliser mon produit donc et ça va me permettre, de me rendre compte de ce qui manque. Par exemple, je l'ai utilisé, j'ai fait ça à l'automne. Ça a marché pendant un moment et arrivé l'été, je me suis rendu compte qu'en fait, arroser, certaines plantes tous les 15 jours, en été, ça va pas du tout, ça va être plutôt tous les 5-7 jours. Du coup, j'ai commencé à me dire: «Ah bah tiens, je vais rajouter une petite notion de saison» et du coup, je pourrais configurer pour chaque plante. En hiver, je veux telle fréquence d'arrosage, en été, je veux telle fréquence d'arrosage. Donc, hem, commencez à utiliser votre side project. Non seulement c'est très bon pour la motivation, mais en plus, du coup, ça va vous permettre de, voir ce qui manque. Vous allez buter sur des petites, choses qui sont pénibles avec votre outil ou avec votre jeu. Vous allez dire: «Bon OK, ça c'est améliorable, ça il manque et donc je vais me concentrer là-dessus pour la prochaine fois que je rajoute une feature» et vous allez également, voir ce qui ne manque pas. Parce que, si vous bossez pendant, bah, c'est le fameux, tunnel, hein, si vous bossez, pendant 6 mois sur un side project sans jamais l'utiliser, vous allez peut-être passer du temps à développer des choses qu'en fait, à l'usage, vous avez jamais vraiment eu le besoin ou le problème. L'idée, c'est que sur mes side projects, je veux, vite, arriver en prod, vite, livrer de la valeur. Ça veut dire, tout simplement, bah, m'être utile à moi-même, hein, dans ce contexte et je veux le faire, voilà, souvent en, faisant une amélioration continue. Et donc là, normalement, il y en a qui tiltent et qui m'ont vu venir. Ça s'appelle tout simplement être agile. Je me suis, surpris moi-même en faisant le bilan, me rendre compte que j'étais, encore plus extrémiste en agilité sur mes projets perso que je ne le suis sur mes projets, pro. Tout simplement parce que, j'ai, plein de passions dans la vie, il y a plein de choses qui m'intéressent et pour une feature, pour améliorer mon petit outil pour arroser mes plantes, si j'ai le choix entre la version qui va me prendre le week-end et la version qui va me prendre 1 heure et après je vais faire du skate, je vais choisir la seconde. Et puis, ben, je continue de faire ça et puis avant de m'en rendre compte, ben, ça fait, plusieurs mois que j'utilise mon projet, qui est, au début balbutiant, mais qui commence à régler mon problème et puis j'avance. Ben, en fait, je suis en prod, hein, ça y est, j'ai des utilisateurs, c'est moi. J'ai un endroit où je clique et ça fait un truc, je suis en prod. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va passer à notre troisième ingrédient de ma recette des side projects, c'est la rencontre des utilisateurs. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez, prendre votre lien et l'envoyer à la famille, aux copains ou voire même le poster sur, Twitter si vous êtes chaud. Et là, il y a des gens, qui vont commencer à regarder ce que vous avez fait. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez, une problématique dans votre quotidien, il y a de grandes chances que d'autres gens l'aient et si vous avez passé du temps à, développer une petite solution qui va à l'essentiel, qui essaie d'apporter de la valeur et ben, il y a de grandes chances qu'elle apporte de la valeur à beaucoup de gens qui ont ce même problème.
et donc vous allez vous retrouver avec des gens qui jouent à vos jeux, qui utilisent vos utilitaires, qui utilisent vos projets, open source. Alors voici quelques conseils, issus de mon expérience. La première chose, c'est que Youpi, vous allez avoir plus de feedback. Vous allez avoir plein de retours, sur, les features qui manquent, celles qui manquent pas, comme on le disait tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'étais tout seul et maintenant j'ai, plein de retours. Donc ça va me permettre, par exemple, si j'ai 3 petites idées d'amélioration sur lesquelles je bute un peu, et ben, peut-être qu'il y en a une qui remonte de manière disproportionnée dans les retours, utilisateurs qu'on me fait. Visiblement, moi, je faisais pas trop la différence, mais visiblement, il y a beaucoup de monde qui bute aussi là-dessus, donc allez, c'est celle-là que je vais prioriser. C'est sur, celle-là que je vais, investir un peu de temps sur, mon week-end ou dans mes soirées. Mais le problème, c'est que vous allez avoir également plus de feedback et il y a des chances que, vous vous retrouviez, avec, voilà, la terre entière qui vous demande: «Ah, est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? Il faudrait ci, il faudrait ça», et si vous n'y prenez pas garde, votre side project, il va peut-être s'éparpiller un peu, vous allez être tenté de faire plaisir à tout le monde, de partir dans toutes les directions et donc vous allez risquer de perdre un peu de vue, l'idée de: «Je veux régler mon problème, je veux faire de la valeur rapidement et de manière un petit peu, agile». La deuxième chose que j'ai appris à faire, c'est de gérer les attentes. Parce que quand vous fournissez un service, à des gens, bah, après ils sont contents et du coup, si tu leur retires le service, ils seront moins contents. Hem, là, j'ai une petite anecdote bedrock également. Quand je suis allé au L-Bar avec, des collègues, on m'a demandé: «Mais c'est quoi ton business model, pour Cure Vitron et What the Tune?» Et certains d'entre vous le savent, la réponse est qu'il n'y en a pas. C'est des jeux, qui sont gratuits, on ne paye pas pour y accéder. Je ne monétise pas, les jeux en affichant de la publicité, par exemple, et je ne collecte pas non plus des données, pour les revendre. Donc voilà, je paye mon serveur, j'héberge ça. Je n'ai pas de business model. Alors, on est très tenté de se dire que c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement, altruiste. J'aime l'idée de pouvoir, rendre un peu à l'internet et d'apporter mon petit gravillon à l'édifice de ce qui fait que l'internet est un endroit fun, bizarre et gratuit. Mais la vérité, c'est que c'est surtout une manière pour moi de gérer les attentes et de me dire: «En fait, quand je suis en train de partir en vacances à vélo, pendant 2 semaines, si What the Tune il plante, bah, What the Tune il plante, c'est pas grave et je verrai ça, quand je rentrerai et encore si j'ai le temps, si j'ai pas quelque chose de mieux à faire et puis à un moment j'irai voir ce qui se passe éventuellement pour le rétablir». Mais je veux pas que ça vienne, empiéter, sur ma vie privée et ça, je me sentirais pas de le faire si je faisais payer l'utilisateur d'une quelque manière que ce soit et voilà, c'est une occasion également de rappeler, que, c'est pas parce que quelque chose ne produit pas d'argent qu'il n'a pas de valeur. 3e petit piège que j'essaie d'éviter, c'est l'effet Instagram. Ce que j'appelle l'effet Instagram, c'est, heu, je vais poster sur Instagram, une photo incroyable, que j'ai pris dans des conditions, invraisemblables, très difficiles, techniquement, physiquement et psychologiquement, des aurores boréales par exemple, je ne sais pas et il est possible que, heu, la photo au-dessus de moi, ce soit un chat qui danse avec un petit chapeau mexicain sur la tête et qui aura plus de likes que moi et si mon seul, indicateur de satisfaction, c'est le nombre de likes ou les retours positifs que j'ai, je risque d'être déçu. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, ce que j'essaie de faire pour mes side projects, c'est encore une fois de me rappeler pourquoi je fais ça. Je fais des side projects, parce que ça m'amuse, parce que j'en profite pour régler un de mes problèmes et du coup, à partir du moment où j'ai sorti mon outil, mon jeu, ça me fait marrer, ça facilite mon quotidien. Si ça plaît à des gens, et que j'ai des bons retours, c'est super, je le souhaite à tout le monde. C'est super sympa de voir des gens, se marrer ou rager, sur un jeu qu'on a développé. C'est vraiment une expérience super cool. Mais si ça ne se produit pas, c'est pas grave. Je serai, quand même content de ce que j'ai fait, ça m'a quand même été utile.
toute cette partie de gérer, entre guillemets, «le rapport aux autres, aux utilisateurs» quand vous allez ouvrir votre side project, je la regroupe derrière quelque chose que j'appelle, définir ma vision. Pour chaque side project, que ce soit un jeu, un outil, un projet open source, heu, j'ai une vision. Ce que j'entends par là, c'est que, j'accepte que, ma solution, c'est un parti pris. C'est-à-dire que mon problème, il était déjà plus ou moins personnel, mais la solution que je vais proposer pour répondre à ce problème, elle est d'autant plus personnelle. Il y en aura autant que de gens qui, vont essayer de répondre à ce même problème. Et et ça, c'est une bonne chose. Je vais essayer de verbaliser, ma proposition de solution. C'est-à-dire que voilà, ce que je considère pour moi être un blind test. Donc par exemple, What the Tune, ma vision derrière, quand je l'ai fait, c'était, que je voulais reproduire, l'expérience d'un blind test dans un bar, dans les pubs qui se font traditionnellement. Donc ça veut dire par exemple, ben, c'est pas ta playlist, c'est de la culture générale, tu maîtrises pas ce qui va passer, tu te bats contre des inconnus et puis c'est fun et puis tu rages parce que des fois, il a pas entendu bien, le mec qui compte les points, ce que tu as dit et cetera. Voilà, pour moi, c'est ça qui me fait marrer dans un blind test, c'est ça que je veux reproduire et puis, en secondaire, donc ça c'était personnel, un peu sur le côté innovation, expérimentation. Moi, je voulais, proposer une UI, une expérience utilisateur, qui, tende vers ce que, j'aime dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire, quelque chose qui donne beaucoup de feedback visuel, audio et cetera. Et donc cette vision, une fois que je l'ai, conscientisée, une fois que je l'ai établie, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour gérer justement ce troisième ingrédient des attentes, la rencontre des utilisateurs. Parce qu'elle va me permettre de faire le tri. Typiquement dans les demandes, quand on me demande, sur What the Tune, jusque-là, je suis resté fidèle à ma vision, je n'ai pas encore flanché. On me demande des parties à thème, genre des parties Disney, des parties où il y a juste du rock et je comprends, tu vois? Je comprends, mais c'est pas ma vision. Moi, je veux le truc, blind test dans un bar et tu choisis pas forcément, ce qui passe. Donc je vais m'appuyer là-dessus pour, entre guillemets, mieux vivre le fait de dire: «Ah bah non, c'est cool, cette idée elle est bien, mais ça correspond pas à ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire, heu et je le fais». Elle va me permettre, aussi de mieux évaluer ma réussite, et donc de ne pas tomber dans, les écueils de l'effet Instagram, en me disant: «Bah, voilà, moi, si je considère que j'ai, mis en pratique des choses que j'ai appris dans le game design, dans ce jeu, ben, je suis content de ce que j'ai fait et s'il y en a qui ça plaît pas, et ben, c'est pas grave, je suis content». Et enfin, ma vision, en acceptant et en travaillant le fait que votre solution, c'est votre réponse très particulière à un problème, vous allez pouvoir vous différencier et ça, je pense que dans le grand schéma des choses, c'est une très bonne chose. C'est ce qui fait que, par exemple, PHP Storm et Vim répondent à un même problème, mais de manière très différente, avec une vision, je pense, très différente. Il y en a une qui va se concentrer sur, voilà, l'expérience du développeur, tout embarqué, optimisé pour la pratique notamment d'un ou plusieurs langages et Vim va se concentrer, sur, de la légèreté, de la navigation, efficace au clavier et cetera. Et ça pour moi, je soupçonne très fortement que les gens qui maintiennent ce genre de projet open source, ils ont verbalisé cette vision et ils s'en servent pour, prendre des décisions sur telle ou telle feature, pour voir si ça correspond à la vision et si ça va dans le bon sens. Et je pense que, donc ça typiquement c'est très vrai pour les projets open source, les outils, mais ça l'est aussi dans le jeu vidéo. C'est ce qui fait qu'après nous, en tant que consommateurs de ces, outils-là et de ces jeux-là, on a une proposition qui est plus variée. Si tout le monde essayait de faire la solution moyenne qui fait à peu près tout et qui fait toutes les choses moyennes, bah, on aurait des propositions beaucoup moins contrastées et je pense globalement un un environnement, moins intéressant. Eh bien voilà, c'est, en gros, les, ingrédients que j'ai repérés quand j'ai fait un peu d'introspection en me disant: «Bah, voilà, quels sont les ingrédients pour moi d'un side project heureux?» Donc si je les récapitule rapidement, c'est que il doit m'être utile à moi, régler mon problème avant toute chose. Ensuite, je veux le sortir tôt, commencer à l'utiliser, itérer, être agile et enfin,
je vais essayer de me laisser guider par ma vision pour prendre des décisions tout au long de la vie du projet. Donc j'espère que vous pourrez tirer quelques enseignements de ma recette. Vous êtes libre de la reprendre à votre sauce et j'attends vos liens de vos side projects pour les tester et pour vous faire du feedback. Merci. Des questions dans la salle? Merci, c'était top. J'ai une question pour What the Tune. Comment tu as géré les droits musicaux, s'il y en avait? C'est une question qu'on me pose souvent. J'utilise les extraits gratuits fournis par Spotify et Deezer. Je me suis pas spécialement occupé de savoir si j'avais le droit de le faire. Ils les fournissent gratuitement et librement, on va dire, derrière leur API public, où tu n'as pas besoin de créer une clé d'API, etc. On va dire que c'est un usage raisonnable. C'est pas une preuve de quoi que ce soit. Et si jamais il y a des ayants droit qui viennent me dire t'as pas le droit d'utiliser notre musique, et ben soit je la supprime, soit au pire des cas, je fermerai le site. Et encore une fois, je me suis bien amusé en le faisant. Et voilà, ce sera pas grave. Mais non, j'ai pas spécialement de trucs solides derrière. Déjà, merci beaucoup. C'était vachement intéressant, puis ça me parle pas mal. Je pense que je ressens à peu près la même chose que toi sur les side projects. Moi, j'ai une question sur à quel moment tu passes du côté j'ai sorti un truc, mais c'est que pour moi. À quel moment tu te dis c'est suffisamment bien pour le sortir au public? Parce que, j'ai toujours l'impression, tu sais, qu'il y a des trucs qui peuvent être améliorés. J'essaie un peu d'anticiper les retours négatifs et au final, du coup, je le sens jamais. Ouais. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est s'il faut genre connaître l'URL, cloner un truc et tout, ça reste dans mon cercle, il n'y a que moi qui l'utilise. À partir du moment où j'ai un URL que je peux envoyer, en fait, je vais mesurer. C'est une question d'engagement. Genre, typiquement, je vais généralement l'ouvrir, mon truc sur les plantes, je l'ai filé à ma sœur et quelques potes que ça intéressait. Et pour l'instant, je ne fais que ça parce que je veux gérer en fait le volume de retour que j'ai. Donc voilà, effectivement, j'ai aussi des exigences en termes d'UI, etc. Je vais pas forcément, je vais attendre voilà, que ce soit assez utilisable pour l'ouvrir à d'autres gens. Donc ouais, je dirais en fonction du niveau de service que je veux fournir en fait. Parce que ma sœur et mes potes, ils sont capables d'entendre c'est planté, ouais, je regarderai ça plus tard. Ou plutôt, ça va surtout être des choses du genre ah oui, quand tu fais ça, ouais, en fait, clique pas, reviens, passe par là, et je sais, il faudra que je le règle, mais fais-le. Et ça, j'ai pas envie de le faire à des gens que je connais pas sur Twitter. Donc c'est ça. Et après, une fois que je suis un peu plus confiant ou que c'est pas très grave si ça pète aussi, parce que ça marche, et ben là je le publie, quoi. Et typiquement, il y a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Par exemple, Garden, c'est un des seuls side projects pour l'instant pour lequel j'ai fait des comptes, parce que c'est complètement privé, contrairement à Curvitron ou à Dethune, tu peux jouer en public comme ça. Là, tu vas prendre des photos de tes plantes, il y a des heures d'arrosage, etc. Je suis pas sûr vraiment que ce soit des données personnelles, mais ça commence un petit peu à l'être. Et donc ça, peut-être que ce sera une limite suffisante pour moi pour dire je verrai si je l'ouvre, sachant que maintenant, depuis que je l'ai fait, il y a pas mal de vrais produits qui se sont lancés sur le marché. Donc ça me convient si c'est juste un cercle autour de moi qui l'utilise parce que c'est gratos. Et voilà. On a des questions en ligne? Oui. Est-ce que dans ces projets-là, tu fais tout toi-même? Le front, le back, le design, le son? Et si oui, comment tu t'organises pour savoir comment prioriser ces éléments? De plus en plus, je fais tout moi-même.
Curvitron, je l'ai fait avec mon pote et collègue Jérémy Fagis, qui a fait de l'intégration. Donc c'est lui qui a fait le design et l'inté, et moi je me suis occupé du reste, du moteur graphique, et puis de client-serveur, etc. Il m'a donné aussi un coup de main sur What the Tune, toujours pareil pour l'intégration, notamment sur le start du projet. Mais après, de plus en plus, c'est quelque chose, Synchroplayer et Garden, c'est des choses que j'ai fait moi-même en essayant de... Pareil, j'essaie de remettre des petites par petites touches de l'apprentissage et de l'innovation là-dedans. Et du coup, voilà, je trouve l'UX fascinante, et le fait d'arriver à faire des interfaces claires pour les gens et faciles à utiliser, je trouve ça super impressionnant. Et du coup, j'essaie de m'améliorer là-dedans. Et donc, de plus en plus, je le fais moi-même. Et ça aide que... moi, j'ai toujours eu un background développeur web. Il y a une époque où on dirait full stack, ça veut plus rien dire. Moi, c'est juste que effectivement, ça m'intéresse de dev côté serveur, parce que ça permet de synchroniser plusieurs clients, et ça m'intéresse toujours beaucoup de développer dans le navigateur, donc faire du CSS, faire du JS. Donc oui, je fais un petit peu tout moi-même, et encore une fois, et comme d'habitude, on the shoulder of giants, parce que c'est très facile de bootstrapper Garden avec la stack Symfony. Ça va vite, quoi. Voilà. Merci pour ta conférence. Tes projets sont open source, donc tu peux avoir des contributeurs qui participent. Mais est-ce que tu as déjà démarré un projet directement à plusieurs Je réfléchis. Alors, ils ne sont pas tous open source. Curvitron, on l'a un peu bootstrap à plusieurs. Un petit peu. Mais non, j'avoue que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais c'est un truc qui revient. Genre, pour l'instant, c'est ma façon de faire. J'assume le côté d'être un peu égoïste. Genre, j'ai envie de faire ce truc tout seul, je le fais. Si ça vous plaît, c'est cool. Sinon, c'est pas grave. J'ai pas trop fait des side projects. Ouais, à part pour la partie donc avec mon pote Jérémy qui me faisait l'inté. Mais du coup, dans la phase très très dense, comme le Big Bang, la phase très très dense du début du projet où tu codes dans tous les sens, et tu fais plein de trucs, et pour arriver à une première version où il y a des choses qui se passent. Après, ouais, je les maintiens plutôt tout seul. Ok, merci beaucoup. Et ben, on va arrêter là. On peut encore l'applaudir. Merci.